Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, de 21h jusqu'à minuit sur metatv.org. Ce soir, on accueille avec nous Bassam Tahan. Bonsoir. Bonsoir Patrick, je suis content d'être dans cette chaîne, disons, de médias alternatifs. Oui. On en a beaucoup besoin, surtout après les énormités des médias officiels, il faut le dire. Oui, il faut bien le dire, c'est justement, ça c'est un des sujets qu'on va aborder ce soir. Alors Bassam, les gens, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, parce qu'on t'a vu quand même beaucoup dans les médias leur faire des interventions assez spectaculaires, si j'ose dire. Tu étais quand même un des seuls à défendre, on va dire, une vision différente, en tout cas sur les différents conflits qui touchent le Moyen-Orient, en particulier la Syrie, où tu as été invité dans certaines chaînes pour en débattre. Certaines chaînes avec des débats mémorables. On en parlait d'un des débats que même France 24 a enlevé parce que c'était carrément surréaliste ce qui s'est passé sur le plateau, si j'ose dire. Oui. Si tu me permets, on me voit beaucoup, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Je vais un peu rectifier parce que c'est vrai que par exemple, quand je suis passé à France Info, l'invité du jour, c'était le 6 août 2012. Et j'avais un peu prédit ce qui allait se passer en Syrie. Et j'avais dit, attention, ce sont des barbus, ce n'est pas une révolution démocratique, c'est islamiste. Alors, vous savez, cette émission a eu un succès, elle a fait le buzz ce jour-là. Mais je puis vous assurer que depuis, je n'ai plus jamais été réinvité à France Info. Alors, allez comprendre pourquoi. C'est qu'ils n'aiment pas les succès médiatiques, quand ça ne va pas, ça ne correspond pas, disons, à leur ligne rédactionnelle, je suppose. Sinon, moi je les interpelle, je suis toujours prêt à débattre avec qui ils veulent de la Syrie. Depuis le 6 août 2012, quand même, ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an. Voilà. Alors, il en est de même, par exemple, pour l'émission avec Bourdin, là, sur BFM. Je suis passé une fois. Avec Tadei, Ce soir ou jamais, une fois. Ces 3 émissions ont battu des records de vues. Mais depuis, je ne suis plus réinvité. Alors, qu'on me l'explique. Même à France 24, on a vu donc la journaliste devenir hystérique, véritablement. Oui. Alors, c'est vrai qu'aussi à France 24, j'ai été 2 ans et demi privé d'antenne, quoi. Je passais pas. C'est pareil parce que, alors là, vous voulez que je vous dise la vérité, parce qu'il y avait un des porte-parole de la coalition syrienne, tenez-vous bien, était rédacteur en chef à France 24. Et c'est lui qui avait établi une sorte de liste noire. D'ailleurs, il a été viré après. Et il paraît que je figurais en tête de liste. Il ne fallait pas m'inviter, voyez-vous. Alors, depuis, ça s'est assoupli, mais pareil, je ne passe pas souvent, alors que je suis un des fondateurs de France 24. En arabe, les téléspectateurs peuvent se souvenir de moi, je passais 1 semaine sur 2, voyez-vous. Donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de censure en France, et que c'est le pays de des droits de l'homme, c'est pas vrai. Il y a de la censure, cette censure est mal gérée, elle ne fait que nuire à l'image de la liberté de presse. Alors, on nous fait tout un plat sur les journalistes, otages ou pas otages, mais on ne balaye pas devant sa porte. J'aimerais bien qu'en France, il y ait plus de liberté d'expression sur ces chaînes-là. D'ailleurs, vous allez sur le net, on vous dit, parfois, ça m'amuse, pourquoi vous n'invitez pas tel Et puis, effectivement, quand il s'agit de moi, je vois que je ne suis pas invité. Donc, il y a quand même il y a un trafic, n'est-ce pas? Il n'invite que les gens dont le discours leur plaît, des paroles qu'ils veulent entendre, qui vont dans le sens de la politique erronée du gouvernement, mais c'est bien. Et puis on fabrique toute une image négative
du pouvoir en Syrie, légal, ça entre dans la guerre médiatique, comme on a fabriqué à Al Jazeera, vous savez, de faux films. J'aime beaucoup une chaîne canadienne un peu dans votre genre, qui avait montré un film où, soi-disant, l'armée syrienne massacrait les gens, puis une fois on a vu ça, le tournage s'arrête, les soi-disant morts ou blessés se relèvent, voilà, qu'ils n'ont plus rien. Ça se voyait clairement que c'était truqué, comme pendant la guerre d'Irak, vous vous souvenez, la fille de l'ambassadeur du Koweït qui est devenue la célèbre, n'est-ce pas, nurse, infirmière à l'hôpital de Kuwait City, qui a vu que les soldats, les méchants soldats irakiens tranchaient avec des haches, n'est-ce pas, les tuyaux des couveuses. Les tuyaux des couveuses. Non, mais ça... Et elle est venue, et c'est quand même, c'est parce que là justement, on sait c'est complètement surréaliste quand on connaît la vérité de cette affaire, mais c'est quand même ce qui a servi de prétexte à l'époque aux États-Unis pour faire basculer l'opinion publique et intervenir dans cette guerre, quoi. C'est vrai. Mais vous voyez, j'aimerais venir à un sujet qui me tient à cœur. Oui. Vous savez, chez les médecins, il y a un ordre des médecins. Oui. Je ne suis pas pour la censure, mais quand même, il y a des règles déontologiques, quoi. Par exemple, quand un médecin commet une erreur, il est rappelé à l'ordre, si je puis dire. Oui. Mais quand un journaliste dit n'importe quoi, parce qu'il a le label grand reporter et qu'il n'est pas rappelé à l'ordre, c'est grave. Je vais vous donner des exemples. Ah, oui. Par exemple, vous prenez une journaliste comme Annie Cogent, du Monde. Le Monde s'est mis à produire des petits films, des petites vidéos sur tel ou tel sujet. Et alors là, elle nous raconte, en gros, que Kadhafi était un violeur. Et là, par une extrapolation, donc elle est spécialiste du viol dans le tiers-monde, la belle histoire. Et puis, pour nous dire enfin que le journaliste lui demande « Est-ce que les islamistes violent ?» Elle dit « Ah non, je n'ai jamais entendu que les islamistes violaient. » Or, c'est une énormité. Comment voulez-vous, quelques jours avant, des organisations internationales comme Human Rights Watch et d'autres avaient dit dans le rapport que les islamistes violaient en Syrie. Et on avait plus, on avait légitimé le viol parce qu'on a appelé la guerre sainte, le djihad de l'amour. C'est-à-dire des jeunes filles tunisiennes. Oui, c'est ce qu'on a vu, le djihad du sexe, donc les djihadettes, on les appelait, qui venaient là-bas, en fait c'était violé par 70 hommes dans une journée. C'est énorme. Et entendre ça d'un grand reporter, alors écoutez, moi cette histoire de reporter, j'en ai marre. Il faut qu'il y ait une dégradation. Quand un officier faillit à son devoir ou tout ça, on le dégrade. Eh bien, c'est pareil. Quelqu'un qui dit des stupidités, des choses erronées, il faut qu'il soit rappelé à l'ordre. Et, par exemple, passer de grand reporter à petit reporter, je ne sais pas, trouver autre chose. Mais on ne peut pas. Je peux vous citer d'autres stupidités racontées par ces grands reporters du Monde ou de notre journal. Alors, on vous dit, si Assad a des chances, c'est parce que son armée avance et c'est la tactique de la guerre brûlée. C'est peut-être un peu vrai, quelque part. Mais ce journaliste pêche par omission. Il oublie de dire que selon les sondages, plus de 65% sont pour Assad. Donc, il y a une partie du peuple syrien qui soutient son président. Quand on dit qu'il y a eu des bombardements, des erreurs, des dommages collatéraux, que j'appelle, parce que ici, tous les dommages collatéraux passent pour être volontaires. C'est-à-dire, vous voyez, c'est plus vicieux que ça. Quand les Américains commettent des dommages collatéraux en Afghanistan, ça, on leur pardonne. Ah oui, c'est des bavures. Mais alors, si c'est
un autre pays qui commet ces dommages, ah non, là, ce ne sont pas des dommages. C'est un crime de guerre, évidemment. Ah non, mais vous comprenez, enfin, qu'on arrête de prendre les Français, franchement, pour des veaux. Hein? Et je peux vous citer mais un tas d'exemples. La guerre du chimique, on vous montre, les cassettes ont été postées avant l'attaque. Alors expliquez-moi comment. Puis, il y a la photo d'enfants. Ces enfants ont été reconnus comme des enfants enlevés à l'attaquer. Hein? Et qu'est-ce qu'ils sont en train, là, d'être dans des linceuls à côté de Damas, dans une attaque chimique? Vous voyez? Non. Il faut être honnête, vous voyez, c'est pas normal. C'est-à-dire, après vous vous demandez pourquoi ce tiers-monde déteste l'Occident. Mais parce qu'il voit quel intérêt a l'Occident, dites-moi, à détruire la Syrie. Quel intérêt il a à allumer une guerre en Ukraine? D'ailleurs, on nous demandait le rapport. C'est marrant parce qu'on nous a posé la question aussi sur le chat et on en parlait. On disait que l'Ukraine était un peu comme une espèce de suite de la Syrie, finalement. Là où ils n'ont pas réussi leur coup en Syrie, mais ils sont en train d'aller chercher l'ours en Ukraine, quoi. Exact, exact. C'est-à-dire que Obama a dit, contrairement à ce que pense Bachar el-Assad, ce n'est pas un tournant décisif, ce que nous vivons, mais c'est une guerre d'usure. D'ailleurs, avant de passer à l'Ukraine, permettez-moi de commenter la nouvelle politique d'Obama vis-à-vis de la Syrie. Il va reconnaître ces représentants fantoches de la coalition. La majorité sont des frères musulmans, ou des qaïdistes cachés, ou des aventuriers, ou des intellos farfelus qui ont trouvé leur beurre avec le royaume saoudite, le Qatar, les dons des richissimes Kouétis ou Émiratis, n'est-ce pas? Et il va leur donner un statut de représentation diplomatique, de mission diplomatique. Mais à quoi on joue là? C'est-à-dire qu'on va allumer une guerre sur tous les territoires qui vont suivre les États-Unis, dire oui, on va plus reconnaître ceux qui sont là, ceux qui représentent le gouvernement légal de la Syrie dans les ambassades, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Et les Syriens, les ressortissants syriens, qui eux ne reconnaissent pas cette coalition, comment? Ils vont dépendre de représentants diplomatiques qu'ils ne reconnaissent pas? Mais encore une fois, mais de quoi je me mêle? Hein? Nous, à la Syrie, alors on peut reconnaître un gouvernement américain, c'est pas Obama. Voilà. On lui dit, on vous donne les clés de l'ambassade, c'est vous les nous. Oui, mais les Syriens sont quand même plus intelligents que ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit une fois, je ne sais plus quelle radio qui m'interrogeait, alors le journaliste, mais il avait tous les lieux communs, toutes les stupidités dont on nous a berné pendant 3 ans de guerre en Syrie. Alors je lui ai dit, c'est pas parce que Hollande n'a que 18% dans sa cote de popularité qu'on va former un gouvernement et le reconnaître contre Hollande. Ce que Hollande malheureusement a fait pour la Syrie. Hein. En plus ils sont plantés parce que alors les Français dans cette affaire, il faut quand même le dire, c'est les pires dindons de la farce. Ils ont reconnu donc une coalition qui, dès le lendemain, était pas reconnue par les États-Unis puisqu'ils reconnaissaient une autre coalition apparemment. Exact. C'est le Conseil national syrien. Ils ont d'abord reconnu le Conseil national syrien. Puis Clinton, madame, a dit « Ah non, là, ce Conseil national syrien est vraiment bidon, il faut trouver quelque chose, une formation plus importante. » Ils ont créé la coalition. Mais là où ils ont été eus, c'est que dès qu'ils ont tenu la réunion à Marrakech, le chef de cette nouvelle coalition, Mouad el-Khatib, il était offusqué qu'on dise que les organisations islamistes qui faisaient partie de cette coalition étaient peut-être terroristes ou allaient être classés terroristes. Donc les États-Unis ne savaient plus quoi faire. Ils ont reconnu, n'est-ce pas, des gens islamistes et en même temps, en faisant une parenthèse, mais parmi eux, il y a des terroristes. Et là, on n'a pas, n'est-ce pas, on ne s'est pas opposé à ce président en lui disant, mais enfin, on te reconnaît, en plus tu craches dans la soupe, quoi. Voilà. Alors c'est pour vous montrer un peu
les contradictions de cette politique française et américaine concernant le dossier syrien. Hein. Alors, on ne peut pas tromper les Français. C'est vrai que les Français n'ont pas accès à toutes les informations justes. Mais il y a des choses qui crèvent les yeux. Bah, là, on me dit, c'est marrant, parce que sur le chat, il y a quelqu'un qui faisait une remarque qui disait que, justement, il pensait il dit, je voyage pas mal et je peux vous dire qu'il n'y a presque en France où on se pose de vraies questions, quoi. Il pense que, justement, les Français... Parce que c'est vrai qu'en France, les gens s'intéressent à ces problèmes-là, et on a découvert, on en parlait de toutes ces guerres de médias mensonges. On parlait de la Libye, qui était le dos, ce qui s'est passé avant la Syrie, qui a précédé aussi, et qui était un scandale d'un point de vue médias mensonges. On a vécu toutes les médias mensonges, vous l'avez vécu aussi, les fausses images. On en parlait, les fausses images. Les lignes de blindés qui marchaient sur... Tripoli, je crois, ou non, Benghazi. Ouais. Alors qu'il n'y avait aucun blindé qui marchait sur Benghazi, ça aussi c'était de fausses. Oui, mais vous voyez, c'est vrai que Kadhafi était un dictateur, c'est vrai qu'il volait son peuple, mais on aurait pu trouver une solution à ce problème libyen autre que celle-là. D'ailleurs, la manière avec laquelle il a été tué, assassiné, empalé sur une arme, mais c'est pas digne. C'est barbare. C'est barbare et c'est pas digne d'une intervention occidentale qui se prétend, n'est-ce pas, pays de lumière, de civilisation. Et puis attendez, quelques années, on va découvrir tous les dessous de cette guerre de Libye, comme on va découvrir tous les dessous de la guerre de Syrie. Parce que je suis sûr et certain, selon des déserteurs repentis, qui se sont rendus, que la France s'est beaucoup mouillée, beaucoup plus qu'on ne le pense, en Syrie, non seulement dans la reconnaissance du Conseil national syrien et de la coalition, mais peut-être en livrant des armes létales. Et ça, on a des témoignages. Donc, si on parle de crimes de guerre, c'est grave. C'est que nos responsables au Quai d'Orsay sont un peu criminels de guerre dans cette affaire de Syrie. Appelons un chat un chat. Ouais. Et il y aura sûrement des dossiers ouverts là-dessus. Je sais qu'il y a un procès qui a échoué contre Fabius, mais il y aura sûrement d'autres après. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'Occident s'entête à vouloir balayer Assad pour taire tous ces scandales qui peuvent vraiment mettre à nu non seulement la politique du gouvernement socialiste, mais Erdogan. Alors oui, la Turquie, elle est mouillée jusqu'au cou dans cette affaire, puisqu'elle hébergeait, on le sait aujourd'hui, les faux camps de réfugiés qui étaient des bases de repli en fait pour les rebelles, qui faisaient toutes leurs incursions à partir du territoire turc. Et apparemment même, ils étaient épaulés par l'armée turque qui leur fournissait la logistique. Il y a les camps d'entraînement. Voilà, des camps d'entraînement. Voilà. On m'a parlé aussi, même on a beaucoup parlé avec Thierry Messon sur cette antenne, d'officiers français qui ont fait de l'encadrement en fait auprès des... Français. Pas que français, il y a des Qataris apparemment, saoudiens, enfin il y a tout un tas. Vous voyez, à ce propos, il faut vraiment saluer le courage et l'honnêteté de ce parlementaire qui s'appelle Philippe Meunier, qui il y a 2-3 jours a posé une question au Parlement à Fabius en lui rappelant les faits de Kessab et d'Alep. Il a cité Ekessab et Alep, où, avec l'aide de l'armée turque, des djihadistes sont entrés pour massacrer des minorités de tout genre. Des Arméniens, des Alévis, des chrétiens, des musulmans modérés qui ne croyaient pas au salafisme wahhabite. Et là, en soulignant que si la Syrie ne pouvait pas respecter le délai pour... n'est-ce pas, la destruction des armes chimiques, c'est parce que, en prenant cette bourgade de Kessab, les islamistes pouvaient bombarder l'attaquer, le port, d'où transitaient ces armes chimiques, vous voyez. Donc, c'était bien conçu. Et franchement, il faut l'applaudir, ce parlementaire.
Je ne vous cache pas, moi j'ai mis ma petite, brique à l'édifice en rencontrant le député Alain Marceau et le député Jacques Millard. Ça fait 2 ans, en parlant de ça, qu'il y a un véritable problème. Et là aussi, moi je les félicite, ces 2 députés, parce que c'était les premiers à dire « Méfiez-vous, cette opposition syrienne n'est pas ce que... ne correspond pas à l'image des médias en France. Ce sont des islamistes, ce sont des terroristes. » Et là, la réponse de Fabius a été franchement médiocre et déplacée. Quand Philippe Meunier lui a parlé du rôle de la Turquie, dans la réponse de Fabius, il n'y avait aucune allusion à la Turquie. Alors que tout le monde sait que c'est la base arrière de tous ces islamistes. Et puis après tout, moi je vous dirais, il faut mettre des casques bleus sur la frontière syro-turque. Puisque c'est une frontière de 900 km. Et que, actuellement, tous les djihadistes du monde, les Azerbaïdjanais, les Tchétchènes, les Somalis, les Yéménites, Qaïdistes, les Pakistanais fraîchement arrivés au nord d'Alep, dans la ville de Azaz, tout ce monde-là transite avec la bénédiction de l'OTAN. Mais enfin, je ne comprends pas. Donc, si on s'attaque à la Turquie, c'est tout l'OTAN qui est là pour défendre la Turquie, mais il est permis à la Turquie d'aller détruire un pays, la Syrie, en envoyant des djihadistes. Mais on joue avec le feu, on l'a dit, moi je l'ai dit dès mes premières interventions avec Michel Field sur LCI. Là aussi je lui rends hommage, parce que c'est un journaliste indépendant et il n'obéit pas à des... Il m'a invité plusieurs fois, en 2012 au début de la crise, et où j'ai tenu ces propos. Moi j'ai pas changé, alors encore une fois, comment je le sais, écoutez, je suis de là-bas, j'appelle tous les jours de la Syrie, différentes villes, et je sais comment ça se passe. Et quand une grande reporter du Monde disait qu'elle n'avait pas vu de barbu à Alep, alors que le jour où elle écrivait ça dans le Monde, des islamistes s'attaquaient à l'église grecque catholique arabe d'Alep en saccageant le bureau de l'évêque et en vandalisant l'église, on se demande où elle était. C'est que ces journalistes, on leur a fait une visite guidée. Ils étaient contents de passer du côté turc, comme quoi on n'a pas de visa syrien. Ceci dit, la Syrie aujourd'hui donne des visas à tous les journalistes. Mais les journalistes veulent passer, vous voyez, il y a le sens de l'aventure, qu'on va être encadré. Oui, mais si vous êtes du côté syrien avec un visa, vous allez être encadré. Si vous passez du côté islamiste, vous allez être encadré également. Et on ne va pas vous montrer les atrocités, les prisons et les tribunaux d'inquisition, où on crucifie les gens. Alors, encore une chose. Certains journalistes de Libération ont dit n'importe quoi sur la crucifixion, en disant non, 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 tout ça. Mais comment on voit des gens crucifiés à Raqqa et d'autres, et les gens sont en train, avec leur portable, de faire des vidéos, des images des gens crucifiés? Vous allez me dire que c'est pas vrai, c'est fabriqué, et vous reconnaissez, pour quelqu'un du pays, il reconnaît, il voit les immeubles de la place centrale de Raqqa, cette ville au nord de la Syrie. Bon, il faut arrêter ces mensonges. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont vu que ça fait 3 ans que ce qu'ils racontent sur la Syrie est faux, qu'ils sont en train de perdre la guerre en Syrie, et nous voilà arrivés en Ukraine. Donc l'Ukraine était, pour revenir, on s'est éloigné beaucoup, c'est une réponse aux défaites successives des médias, des gouvernements occidentaux contre le peuple et l'armée syrienne qui défendent leur pays. Alors on s'est dit, on va chercher l'ours, n'est-ce pas, chez lui, on va créer un problème. Mais là aussi, est-ce que nous, occidentaux, nous sommes prêts aujourd'hui à engager une guerre contre la Russie? Et puis quel intérêt? Au contraire, il faut intégrer la Russie à l'Europe et ne pas y voir un pays ennemi. La Russie n'est pas un pays ennemi. D'ailleurs, c'est l'honneur de la Russie d'avoir pris la défense des minorités en Syrie et au Proche-Orient. Alors que c'était historiquement le rôle de la France.
Et ça remonte au roi François Ier. Oui, exactement. Malheureusement, les François qui ont succédé à François Ier ne faisaient pas le poids à leurs prédécesseurs. Ah oui, oui. Voir que la monarchie a eu des idées qu'elle a défendues et nobles, et voir que la République, les idées qu'elle défend, franchement, ne sont pas dignes de la République, ni de la Révolution française, vous voyez, ni de tout cet Occident libérateur, celui des philosophes, des Lumières, enfin, c'est honteux, quoi. Mais vous croyez qu'il y a encore... là, clairement, est-ce qu'il y a encore une possibilité que l'Occident puisse mener une opération militaire de grande envergure? D'ailleurs, bon, il y a beaucoup de gens qui me demandent, je me fais un peu le résumé des questions. Imaginons avec Israël, puisqu'on sait qu'il y a cette frontière commune et puis qu'Israël... Je ne crois pas qu'Israël trempera dans cette affaire. Il pourrait perdre beaucoup, vous pensez, à faire une attaque? Je parle vraiment d'une attaque militaire. Non, moi je crois, non, Israël peut-être intervient. Ils ont fait des bombardements déjà, on le sait. Oui, mais ce n'est pas dans son intérêt de se lancer dans une guerre. Parce que vous voyez, si Israël intervient ouvertement, c'est beaucoup plus grave, parce que le Hezbollah peut répondre, et le Hezbollah a des missiles qui peuvent frapper n'importe quel point d'Israël, d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier l'Iran. C'est-à-dire que toute cette guerre, au départ, visait à désarticuler ce que j'ai appelé dans mes cours à l'école de guerre, au Collège interarmées de défense, en 2004-2005, où j'avais introduit le premier séminaire sur la géopolitique de l'islam dans le monde, c'est-à-dire désarticuler ce croissant chiite. Alors ce croissant chiite, comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout un partisan du confessionnalisme, mais c'est l'autre islam minoritaire qui n'a plus besoin de faire de la simulation, de cacher ce qu'il est. Il a emprunté une nouvelle voie, de dire nous sommes chiites, nous sommes contre la mondialisation, contre les Américains, contre les centres. Et il y a eu des chiites dans le monde qui ont soutenu cette nouvelle philosophie. Entre autres, des Syriens, entre autres le Hezbollah. Pour moi, le Hezbollah n'est pas un parti socialiste. D'ailleurs, je conseillerais aux Israéliens mais de négocier avec le Hezbollah. Vous me dites c'est des terroristes, mais c'est pas vrai. Dites-moi, franchement, depuis qu'on a la République islamique d'Iran, quels sont les attentats qui ont été commis par les chiites dans le monde ou par cette République? Par contre, combien d'attentats ont été commis ou attribués aux extrémistes ultra-orthodoxes sunnites, soit aidés par l'Arabie saoudite, le mouvement wahhabite, soit par Al-Qaïda, les takfiris, soit par les frères musulmans. Ce président Morsi avait appelé à une guerre sainte au djihad contre la Syrie. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. Vous vous rendez compte? Alors, pourquoi cette guerre de Syrie? Parce que on ne pouvait pas désarmer le Hezbollah. S'attaquer au Hezbollah, ce n'est pas un État. Je vous dirais, c'est peut-être un État dans l'État libanais. Mais ça, c'est une autre question. Mais on ne pouvait pas s'attaquer au Hezbollah. On ne pouvait pas s'attaquer à l'Iran, c'est un gros morceau, qui a maintenant une puissance balistique, franchement, qui peut réduire en cendres beaucoup de pays voisins, si jamais une guerre totale est déclarée. Quel était le maillon faible? La Syrie, à cause de ce qu'on a appelé le printemps arabe. On s'est dit, c'est l'occasion ou jamais. Et ça explique justement pourquoi le Hezbollah s'est engagé auprès du gouvernement syrien légal. Mais après que des cheikhs sunnites du Liban et du Golfe aient appelé à une guerre sainte contre la Syrie, contre le peuple syrien. Il y a des prédicateurs, alors ça c'est ce que je savais, qui opèrent à partir de chaînes justement basées apparemment en Arabie, au Qatar, et qui appellent à la guerre continuellement à la télé contre la Syrie. À une haine interconfessionnelle. Ils vous disent par exemple, vous êtes musulman alaouite, vos femmes peuvent être violées, vous êtes un ennemi de l'islam. Ils ont sorti de vieilles fatwas d'Ibn Taymiyyah, quelqu'un du 13e, 14e siècle, qui est à la base de la jurisprudence wahhabite des Saoudiens,
pour s'attaquer aux chrétiens. Vous entendez par exemple là le responsable de la communauté égyptienne en France, soi-disant de la diaspora, dire des stupidités contre les chrétiens dans le monde arabe et les coptes, hein, qu'ils ne doivent pas occuper de fonctions dans l'État, mais n'importe quoi. Écoutez, encore une fois, une famille de braves Syriens chrétiens réfugiés à Alexandrie, une femme, son mari, 2 enfants, un garçon et une fille, ont été égorgés parce que chrétiens syriens réfugiés à Alexandrie. Vous en avez entendu parler? Jamais. Mais tous les crimes commis contre toutes les minorités dans ce Proche-Orient, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que M. Fabius s'est tracé une ligne de politique vis-à-vis de la Syrie, et donc motus et bouche cousue sur tout ce qui peut contredire sa politique. Mais clairement, en plus, il ne vise plus aux intérêts français, puisque avant lui, Juppé, c'était la même ligne. Il n'y a aucune différence. Alors, Juppé, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était des comptes à régler avec Assad, Chirac, le couple Chirac-Juppé, suite à la mort de Hariri. D'ailleurs, les premiers combattants qui ont été envoyés en Syrie, c'est le fils Hariri qui les a financés. En passant par, n'est-ce pas, ce département que les Turcs ont arraché à la Syrie avec la bénédiction de la France, Alexandrette et Antioche. Les responsables, les sous-fifres de Hariri allaient là-bas pour armer les djihadistes et les envoyer en Syrie. Ça, c'est prouvé, c'est attesté. Pourquoi on n'en parle pas ici dans la presse française? Parce que Hariri vit ici. Ça contredit la politique de l'Élysée. Donc, on n'en parle pas. Voilà. Par contre, on dit, regardez, il faut que le Hezbollah quitte la Syrie. Mais qui c'est qui est entré en Syrie avant le Hezbollah? Ce sont vos combattants fanatisés du Liban. Hein. Et pourquoi la Syrie a tenu d'abord à nettoyer la frontière libanaise? Parce que c'est un peu le flanc faible des Syriens, le côté libanais. Et c'était plus facile que les 900 km des Turcs, de notre frontière avec la Turquie. Mais vous voyez, moi je suis plein d'espoir. Il faudrait quand même, parce qu'en France, il y a des gens intelligents, on ne peut pas continuer cela. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé sur ce dossier. Point. Comment on dit maintenant, point barre, c'est une erreur, il y a eu une grosse politique. Parce qu'au départ, en plus, quand il y a eu ces fameux printemps arabes, donc, on doute quand même sur la véritable nature, mais en Syrie, il semble, ça vous pourrez nous confirmer, qu'il y a eu donc des manifestations qui étaient effectivement des manifestations de gens qui réclamaient des changements de politique, mais direct, on a appris qu'il y a eu, dans ces manifestations, il y a eu des tireurs, des gens qui tiraient à la fois sur les manifestants et à la fois sur les policiers. Ça a semé une zizanie incroyable. C'est pour ça que au début, on ne comprenait pas trop ce qui se passait en Syrie, c'était très trouble. Avant qu'on comprenne que finalement, il y avait quelqu'un qui avait intérêt à semer la zizanie. Il y avait des cellules dormantes. Voilà. Et là, je vais aborder un sujet qui fâche en France. Allons-y. C'est que nous avons des cellules dormantes en France. En France? Sûrement. Moi, j'avais traité de cette question il y a 10 ans, en parlant qui allait hériter du sanctuaire islamiste après l'Afghanistan. Et dans mes cours, si mes anciens élèves, colonels, se souviennent, enfin, je ne sais pas où ils sont, je les salue en passant, c'était des gens honnêtes, travailleurs, et j'ai eu des gens qui ont travaillé sur les cellules dormantes en France en s'inspirant du modèle allemand. Et je vous dis que jusqu'à maintenant, malheureusement, tout ce dossier de cellules dormantes en France est maltraité. Et moi, je ne vous cache pas, j'ai écrit au nouveau Premier ministre, M. Valls, un mail me présentant, disant que je suis quand même quelqu'un, un islamologue, qui a formé des dizaines d'islamologues. Je ne suis pas un islamologue de pacotille que les médias officiels ont créé pour les besoins de la cause, parce qu'actuellement, ça pousse comme les champignons. Les spécialistes du monde arabe, les spécialistes de l'islam, les spécialistes de la Syrie, enfin bref. Et j'estime
qu'il est venu le temps de vraiment prendre la bête par les deux cornes et voir vraiment traiter ce problème. Sinon, la France va connaître des troubles sûrs et certains. Enfin, voilà, un appel. Un appel, j'espère que... non, mais je vous assure que on a, Thierry Messant, qu'on a reçu souvent ici, il partage votre analyse. Hein. Il parle de ces cellules dormantes aussi, et lui, il pense ça remonte aux années 80. Ouais, et il pense que... la présence islamiste militante en France, c'était déjà des missions de certains prédicateurs qui travaillaient la population musulmane. Heureusement que notre population musulmane en France est responsable, est tolérante et supporte toute cette islamophobie, appelons un chat encore une fois. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. C'est qu'il y a des cellules dormantes d'islamistes en France. Et puis ils pensent que ceux qui sont partis faire ces guerres du djihad sont très dangereux parce que justement il y a beaucoup de Français, on sait, qui ont participé au conflit, et lui il pense qu'ils vont revenir en France et ils peuvent servir. Vous me rappelez ma première intervention à France Info, en leur disant, écoutez, vous allez voir ces armes fleurir après dans nos banlieues. Qu'est-ce qu'ils vont faire ça? Parce que jusqu'à maintenant, après la guerre du Kosovo, on sait très bien qu'une grande partie des braqueurs de bijouterie, de machines à distribuer les sous et tout ça, c'est des armes de la guerre du Kosovo, hein, et un armement lourd. Hein. Alors vous imaginez avec tout ce qui se passe maintenant en Libye, tout ce qui se passe en Afrique subsaharienne, c'est les armes... moment de Kadhafi, hein. Et peut-être bientôt, ça va apparaître ici. Vous savez, Chevènement a dit une chose très juste à propos de la Syrie au début. Mais dommage, après, on ne l'a plus entendu parler de ça. Il a dit, ce n'est pas notre guerre. Et il avait raison, la guerre de Syrie n'est pas la guerre des Français. Hein. Pourquoi on a été reconnaître ce Conseil national syrien? Et après... comme des toutous, on a subi le diktat américain, on a reconnu la coalition. Hein, et jusqu'à maintenant, notre politique outre-atlantiste n'est pas payée de retour. On va pour commercer avec l'Iran, hein, il faut d'abord passer par l'autorisation des États-Unis. C'est honteux. Comment voulez-vous qu'on n'aime pas De Gaulle après ça? Comment voulez-vous une certaine idée d'une France fière, autonome, qui connaît, encore une fois, cette entrée de la France dans l'OTAN est une grave erreur pour moi. Voilà. Il faudrait des forces européennes, mais pas forcément de l'OTAN. C'est pour cela que les Américains et l'OTAN empêchent la constitution de corps armés de l'Europe. Voilà. Sauf si c'est sous leur contrôle, ça les dérange pas. Oui, mais comme Eurocorps, etc. Quoi. Oui, mais à ce moment-là, ces corps n'ont aucun sens. Oui. Est-ce qu'ils servent la cause nationale? Je ne le pense pas. Je ne le pense Parce que la France, dans cette affaire, c'est vrai qu'on est, je veux dire, sur la Syrie, on a même été à un moment donné prêt à y aller, alors que l'Angleterre n'y est pas allée. Enfin, le Parlement anglais n'a pas donné l'autorisation à Cameron. Pareil pour le Sénat américain qui a refusé l'autorisation. Alors là, excusez-moi. Et nous, on voulait encore y aller. Alors là, permettez-moi là de remercier Bourdin, parce qu'effectivement, le jour où on voulait attaquer la Syrie, c'est vrai qu'il m'a interviewé le matin, radio. Et je lui ai dit que ce bateau français qui allait vers Damas, il valait mieux qu'il fasse demi-tour. Hein, parce que je l'ai comparé à Saint-Paul, n'est-ce pas? Et le chemin de Damas, Saint-Paul qui allait persécuter et qui a compris qu'en fait, il était dans l'erreur. Alors là, permettez-moi de relever, dans la réponse de Fabius à M. Christian Meunier, ce courageux parlementaire que je salue encore une fois pour sa question au gouvernement, c'est que Fabius veut transformer cet échec français en victoire.
hein, en disant, vous voyez, nous, on a voulu intervenir, c'est les Anglais et les Américains qui n'ont pas suivi,